Berthet, bonjour. Bonjour. Un petit mot pour commencer de la visite du président. Hier, sa première sortie, c'était à Cergy, acclamé mais aussi visé par des tomates. Est-ce que ce n'est pas une belle illustration des tensions qui l'attendent ? Je crois qu'il a surtout raison de continuer de poursuivre ses déplacements et d'aller au contact des Français, y compris d'aller au contact des Français qui peut-être n'ont pas toujours voté pour lui au premier tour. C'est ça aussi le propre d'un président, c'est démontrer qu'il est en capacité de rassembler, mais pour rassembler, il faut continuer à convaincre. Il ne faut pas se contenter d'aller uniquement là où les Français vous sont par avance favorables. La colère est partout quand même. Oui, on sent qu'il y a une tension dans la société. On le pressentait déjà en 2016-2017 avec cet enjeu et cet objectif encore de rassemblement des Français. On sait que c'est ça finalement le plus dur du travail qui nous attend. Mais pour le faire, encore une fois, on ne peut pas se contenter de rester dans son bureau et on peut encore moins se contenter de faire des déplacements qui seraient des déplacements, j'allais dire, faciles. Donc il doit aller au contact aussi d'une population qui souvent est abstentionniste, qui a renoncé à aller voter, qui considère que finalement ça n'a pas d'impact sur sa vie quotidienne. Et nous, il faut que nous, hommes ou femmes politiques, on démontre à quel point voter, à quel point les choix que les Français font ou ne font pas ont justement un impact sur leur quotidien. On va en reparler pour les législatives. Dernier conseil des ministres pour l'équipe Castex aujourd'hui. Quel bilan selon vous ? Le plus positif est ce qui vous manque ? Le plus positif, c'est quand même la gestion de la crise sanitaire. Jean Castex a été nommé suite à Édouard Philippe au cœur de la crise sanitaire. Il avait déjà finalement anticipé par les fonctions qu'il occupait préalablement, justement. Il a dû gérer un moment qui a été un moment douloureux pour tous les Français, mais le faire en tenant au courant les Français. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le choix qu'il a fait avec Olivier Véran notamment, d'être dans la plus grande transparence possible. Aucun autre pays au monde n'a tenu semaine après semaine des conférences de presse pour expliquer ce qui se passait, pour travailler aussi avec des scientifiques, pour s'appuyer sur la science quand même, pour prendre des décisions, et puis pour faire aussi des choix politiques. Je pense au choix d'avoir maintenu nos écoles ouvertes, là où d'autres pays les avaient fermées. Je crois que ça, c'est l'un des bilans, notamment sociaux, les plus importants que l'on puisse avoir. Et qu'est-ce qui manque ? Quel est l'inabouti ? Je crois qu'il faut continuer à protéger les Français. Et pendant la crise, on les a protégés à la fois d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue économique et sur le front de l'emploi. Ça continue, mais on voit bien que d'autres crises se sont ajoutées à cette sortie de crise sanitaire, notamment la crise ukrainienne, l'impact que ça a sur la montée des prix, sur l'inflation. Et je crois que c'est ça le premier défi qu'on va avoir évidemment à gérer, c'est comment protéger le pouvoir d'achat, notamment des plus fragiles, face à une inflation que, par exemple, ma génération n'a jamais eu à connaître. Je pense notamment à la question des produits alimentaires. Quel profil pour le prochain Premier ministre ? Place au social et à l'écologique, c'est ce qu'on entend ? J'ai pas l'impression que le social et l'écologie aient été oubliés du mandat précédent. Donc si on dit place haut, ça voudrait... C'est pas l'ADN de Castex non plus. Mais ça donnerait le sentiment que ce sont des sujets qu'on a complètement ignorés. Encore une fois, le social pendant la crise sanitaire, c'est le quoi qu'il en coûte. C'est de faire en sorte de mettre en place l'activité partielle pour que les Français perdent pas leur emploi d'une part, mais surtout perdent pas leur rémunération quand il ne pouvait plus y avoir accès. Donc je crois que ça a été une mesure sociale importante. En revanche, la planification écologique, ça c'est un vrai tournant. Ça c'est un tournant, c'est surtout une accélération parce que on a mis en œuvre un certain nombre de mesures qui étaient essentielles. La fin de l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures, c'est l'une des premières lois qu'on a votées dans notre pays. Le fait qu'on ait mis fin aussi à ce qui était des hérésies environnementales, je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense à Europacity, c'était des décisions qui étaient difficiles à prendre. Preuve en est d'ailleurs, beaucoup avaient plutôt retardé ce type de décision. Par contre, oui, il faut accélérer et ça, je pense que c'est un message très clair que les Français ont envoyé pour la présidentielle. Ça veut dire un profil qui vient plutôt de la gauche quand même. Je sais pas, moi, j'ai du mal maintenant à en permanence me référer à ça parce que continuer à me référer à cet ancien mode de fonctionnement, ce serait finalement acter qu'on n'a pas réussi à dépasser ce clivage-là. Moi, je viens de la droite, mais j'ai pas envie de continuer éternellement à me définir par rapport à ce qui a été ma famille politique il y a 10 ans. Je sais pourquoi je l'ai quittée et quand je vois aujourd'hui l'état dans lequel elle est, ça confirme d'autant plus le choix que j'ai fait, idéologique, d'idées, de valeurs. Donc moi je crois qu'il faut quelqu'un qui en effet ait une totale confiance, loyauté vis-à-vis du président de la République, qui va être en capacité aussi de piloter, d'animer la future majorité parlementaire, parce que c'est aussi ça, un Premier ministre, c'est celui qui pilote la majorité parlementaire. Et c'est pas toujours simple. C'est jamais simple évidemment, parce que on était une jeune majorité en 2017 quand même, on ne se connaissait finalement pas ou peu, 350 quasiment tous nouveaux députés à l'Assemblée nationale,
Et notre défi aujourd'hui, c'est de recomposer une majorité avec les collègues qui ont cheminé avec nous depuis 2017 et puis d'arriver à accepter de continuer à nous élargir justement pour rassembler. Une femme à Matignon, est-ce incontournable ? Incontournable, je sais pas. Moi, évidemment, par principe, j'aimerais que ça puisse être le cas. Mais la question, c'est la question de la compétence, c'est la question de la loyauté, de la fidélité au président de la République, c'est la capacité aussi à être un chef de gouvernement, un chef de majorité parlementaire, et puis les sujets que vous avez évoqués, c'est-à-dire être en capacité aussi de les incarner. L'idée d'un gouvernement réduit de 15 personnes jusqu'aux législatives, qui s'élargirait après, ça peut vous aider, vous, sur le terrain pour la campagne législative ? Je ne sais pas si c'est l'idée d'un gouvernement resserré qui peut aider. Après, évidemment, un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, c'est le Premier ministre actuel d'ailleurs lui-même qui l'a dit, ça donne forcément un nouvel élan parce que ça démontre à un moment quelles vont être les priorités, quelles sont les personnalités qui vont pouvoir incarner ce nouveau mandat. Et donc forcément, ce sera un appui pour les candidats de la majorité présidentielle. Il y a eu un sondage Elab hier soir, 61% des sondés souhaitent une cohabitation. En 2017, même question, même sondage, même institut, c'était seulement 47% qui souhaitaient une cohabitation. La majorité voulait une cohérence entre l'Élysée et l'Assemblée. Les législatives sont à haut risque, non ? Déjà, on est dans une situation politique qui est complètement inédite. Vous le savez mieux que moi. C'est la première fois qu'un président sortant est réélu sans sortir lui-même de cohabitation. Donc, on n'a pas du tout le même enjeu politique que celui qu'on avait en 2017. En 2017, on avait une alternance politique. Et donc, suite à ce choix d'alternance, alors, on avait logiquement, légitimement les Français qui se disaient il faut lui donner les moyens d'agir, il faut lui donner une majorité. Aujourd'hui, évidemment, on sort d'une campagne présidentielle qui était de nature différente et donc ça suppose aussi que les Français puissent encore douter est-ce que oui ou non ils veulent nous donner une majorité. Après, quand on demande un peu plus précisément aux Français est-ce que oui ou non vous voulez une majorité, une cohabitation, même ceux qui disent cohabitation vous disent pas la même cohabitation. Bien et sûr. C'est ça la vraie difficulté. C'est-à-dire une cohabitation demain avec qui ? Est-ce que vous voulez vraiment un Premier ministre qui s'appellerait Jean-Luc Mélenchon, comme lui le souhaite. Regardez ce qui est sorti dans certaines presses sur la manière avec laquelle son gouvernement serait composé. C'est quand même assez vertigineux pour rester très poli. Donc je pense qu'il faut aussi se confronter à un moment au réel de qui serait demain en responsabilité si une telle personnalité venait avoir une majorité. Et inversement, est-ce qu'on imagine Marine Le Pen, elle-même d'ailleurs a dit qu'elle ne le souhaiterait pas, être Premier ministre. Donc moi je crois qu'il faut faire un choix évidemment de cohérence. À partir du moment où le président de la République a été élu, il a besoin d'une majorité pour agir. Les sujets qu'on évoquait de protection des Français sur les enjeux de sécurité, mais aussi sur les enjeux de pouvoir d'achat, les enjeux sanitaires, les questions écologiques, si on veut le faire et si on veut le faire vite, on a besoin d'une majorité. Richard Ferrand, dans Midi Libre ce matin, déclare qu'il ne faut pas trop de chapelle dans la majorité. C'est un avertissement à Édouard Philippe ? Mais je pense qu'il a raison, on a besoin d'une cohérence dans la majorité parlementaire. On ne peut pas avoir un éparpillement au sein de la majorité, au risque sinon d'une dilution, au risque sinon qu'on ait du mal à savoir quelle est l'identité politique qui est la nôtre. On a aujourd'hui 3 groupes parlementaires, La République En Marche, le MoDem, Agir, et je crois qu'on a 3 forces politiques qui sont clairement identifiées. Agir et Horizon sont évidemment très proches idéologiquement et en termes de valeurs, donc ils ont, j'imagine, tout à travailler ensemble, mais déjà 3 groupes politiques, je crois que pour composer une majorité, c'est déjà suffisamment efficace. Est-ce qu'il ne manque pas des gens à gauche ? Il y a Territoire de Progrès, il y a le nouveau groupe que veut créer, enfin le nouveau parti que veut créer Jean-Pierre Chevènement. Mais ils sont au cœur, encore une fois, de La République En Marche. Moi, je vous le disais en prenant mon propre exemple, je suis issue de la droite, mais j'ai pas envie de reconstituer ma propre chapelle. J'ai envie de continuer ce que le président de la République, à l'époque candidat, a initié avec La République En Marche en 2016. Et après, il faut qu'on continue à s'élargir. Ce qui est certain, c'est qu'on a, depuis 2017 et encore aujourd'hui, des personnalités qui viennent de la gauche ou de la droite qui ne viendraient pas naturellement au sein de La République En Marche. Si du coup, pour rejoindre la majorité, pour être en soutien au président de la République, ils préfèrent passer par Horizon, ils préfèrent passer par En Commun, par Territoire de Progrès, alors là c'est différent, on est dans une dynamique d'élargissement. Je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Il y a un socle de cette majorité, La République En Marche,
et son allié historique qui est le MoDem. Et puis après, il y a ceux qui lui permettent de continuer à s'élargir, à rassembler. Et comment on fait fonctionner tout ça? Avec une fédération du type de l'ancienne UDF ou avec un parti unique? Moi, je crois que ce qui est le plus efficace, c'est ce qui se passe au moment des législatives. Et au moment des législatives, ça s'appelle une manière unique, la majorité présidentielle. C'est ça que les Français vont rechercher quand ils vont voter pour nous. C'est au-delà de la manière avec laquelle des députés sortants ont agi et le bilan qu'ils peuvent porter aussi sur leur propre territoire, c'est ensuite leur identité politique. Et leur identité politique, c'est est-ce que vous êtes dans la majorité, est-ce que vous êtes dans l'opposition, et si oui, quel type d'opposition vous voudriez mener. Et donc, la majorité présidentielle, je crois que c'est ça qui est beaucoup plus puissant qu'un porte-drapeau ou un logo, j'allais dire, d'un parti quel qu'il soit. Il faut qu'on soit tous unis derrière cette bannière-là. Alors que la gauche cherche cette union populaire à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, Richard Ferrand dit « Socialistes et écologistes ont leur place dans la majorité ». C'est ce que vous trouvez vous aussi sur le terrain dans les Yvelines? En tout cas, quand je vois que les socialistes sont prêts à se diluer au sein de ce qui est appelé l'Union populaire, c'est-à-dire de se soumettre aux insoumis sur les enjeux républicains, sur les questions de laïcité, sur les enjeux sociaux, je ne vois pas comment des socialistes qui sont attachés à l'histoire même de ce qu'est le socialisme pourrait l'accepter. À la fois pourrait accepter de disparaître, d'une part, mais surtout pourrait accepter en termes de valeurs de se fondre dans celles qui ne sont pas leurs propres valeurs. Regardez la présidente de région qui a été la mieux élue en 2021, Carole Delga. Elle vient clairement, et elle est au cœur du Parti socialiste aujourd'hui, mais elle tient un discours républicain absolument irréprochable. Elle est Macron-compatible, mais en tout cas, je pense qu'elle est tout à fait incompatible avec quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. Je ne la vois pas demain aller militer pour des candidats aux législatifs type Taha Bouffas par exemple. Je ne pense pas que le maire de Montpellier puisse pareil se compromettre avec ce type de candidat. Donc à un moment, est-ce que c'est une alliance de circonstances, c'est-à-dire on est prêt à tout juste pour essayer de sauver des circonscriptions et un enjeu financier aussi de survie des partis politiques, mais on ne s'entend pas sur le fond, ou est-ce que c'est plus grave, c'est-à-dire, encore une fois, une dilution en termes de valeurs, et donc la disparition du Parti socialiste. Est-ce que vous regrettez le choix de LR d'aller en toute indépendance dans ces élections, de ne pas rechercher de contrat de gouvernance ? Non, je le regrette pas parce qu'on n'a pas à passer un contrat de gouvernance avec d'autres partis politiques. Encore une fois, on a la majorité présidentielle. En revanche, de la même manière que vous l'évoquiez pour les socialistes ou les écologistes, si certains parlementaires LR se reconnaissent dans nos valeurs, mais il faut aussi regarder le parcours qui a été le leur, ce qu'ils ont porté pendant ces 5 ans, les votes qui ont été les leurs. Si aujourd'hui, comme l'a fait par exemple Éric Woerth de manière très claire pendant la campagne présidentielle, ils veulent nous rejoindre, ils veulent travailler avec le président de la République, ils veulent la réussite du président de la République, alors je pense qu'ils pourront être les bienvenus. En clair, Damien Abad a été trop dur pendant le quinquennat pour vous rejoindre? J'en sais rien. Moi, je veux qu'en tout cas, il y ait un contrat clair. C'est ça que les Français attendent. C'est de la clarté politique, pas de la tambouille politique. Si on veut de la clarté politique, ça veut dire qu'on dit clairement « Je souhaite la réussite du président de la République, je suis à ses côtés et je veux donc dès lors être à ses côtés au sein d'une nouvelle majorité présidentielle. » Un mot sur les commémorations de Yom HaShoah jusqu'à ce soir. Est-ce que cette mémoire de la Shoah ne s'estompe pas en France, les survivants disparaissant inexorablement ? C'est malheureusement évidemment le risque. Heureusement, on a des gens qui continuent, eux, à incarner et à porter cette mémoire. Je pense aussi à tous les témoignages qui ont été recueillis et qui peuvent continuer à être diffusés. Donc ça, je pense qu'après, ça nous appartient à chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on est tous dépositaires de cette mémoire. Qu'on ait d'ailleurs dans notre famille ou pas des survivants ou des personnes qui malheureusement sont disparues. Mais c'est notre responsabilité en tant que citoyens français, tout simplement, de continuer à en être les dépositaires, les légataires et de continuer à la transmettre. Aurore Berger, merci. Merci à vous. Bonne journée.